Imaginez une montagne blanche, pas blanche de neige, blanche de pierre polie, lisse au point de refléter le soleil du désert comme un miroir, si parfaite que, de loin, personne ne parvenait à distinguer la moindre jointure entre les blocs. Pendant près de 4000 ans, c'est exactement cela que l'on voyait sur le plateau de Gizeh. 3 montagnes artificielles, revêtues de calcaire clair et poli, brillant au-dessus du sable. Aujourd'hui, cette montagne blanche n'existe plus. Ce que nous voyons à présent, c'est le squelette. Des marches de pierre brute, des angles ébréchés, une surface rugueuse qui semble usée par le temps. Et presque tout le monde fait la même supposition. Que ce sont des millénaires de vent et de sable qui ont lentement corrodé les blocs, que les pyramides ont simplement vieilli, comme tout vieillit. Mais il y a un problème avec cette explication. Les pierres de revêtement n'ont pas disparu petit à petit, au long de 4000 ans. Elles ont survécu intactes pendant presque tout ce temps. Et ensuite, elles ont disparu presque d'un seul coup, en un clin d'œil de l'histoire. Il n'existe aucune érosion capable d'enlever des millions de blocs polis et de laisser le sol propre, sans gravats, sans fragments. La peau des pyramides n'est pas tombée, elle a été emportée. Et le plus troublant n'est pas qu'elle ait été emportée, c'est que nous pouvons presque dire en quelle année. Parce que, pendant des siècles, des voyageurs ont décrit par écrit ce qu'ils voyaient lorsqu'ils arrivaient à Gizeh. Et les récits des uns contredisent ceux des autres d'une manière qui n'a de sens que si l'on accepte une idée inconfortable, que nous sommes en train de regarder la scène d'un crime relativement récent. Dans cette vidéo, nous allons suivre cette piste de témoignage. Nous allons découvrir quand chaque pyramide a perdu son revêtement, pour quelles raisons certaines ont été épargnées et d'autres non, et pourquoi l'égyptologie, étonnamment, n'a presque jamais cherché à savoir où sont allées les pierres. Pour comprendre pourquoi cela est étrange, il faut se rappeler ce qu'était exactement ce revêtement. Les pierres extérieures des grandes pyramides n'étaient pas du même matériau que le noyau. L'intérieur était fait de blocs locaux, plus grossiers. Mais la couche externe, celle que le monde voyait, était de calcaire fin, apporté des carrières de Toura, de l'autre côté du Nil. C'étaient des blocs polis avec une précision qui aujourd'hui encore dérange les ingénieurs. Des faces posées les unes sur les autres, avec des jeux minimes, suffisamment lisses pour que la pyramide entière fonctionne comme une surface continue. C'était une œuvre pensée pour durer, et elle a duré. Voici le point que presque personne ne considère. Lorsque les premiers voyageurs européens arrivèrent à Gizeh, à la fin du Moyen-Âge, ils trouvèrent encore des pyramides revêtues. Pas des ruines, pas des squelettes, des montagnes lisses et fermées, impossibles à escalader, sans même une entrée visible. Autrement dit, le revêtement a survécu à l'Égypte pharaonique, a survécu à la conquête grecque, à la romaine, à l'arrivée de l'islam. Il a traversé plus de 3000 ans d'histoire apparemment intacte, et ce n'est que durant les 6 ou 7 derniers siècles qu'il a disparu. Cela change complètement la nature de la question. Nous ne sommes pas face à un monument qui s'est défait lentement. Nous sommes face à quelque chose qui s'est maintenu presque parfait pendant presque toute son existence et qui a été détruit ou vidé dans un intervalle très court, assez récent, pour que des gens l'aient vu se produire et l'aient écrit. Et il y a un second détail qui rend tout cela plus intrigant. Toutes les pyramides n'ont pas perdu leur revêtement de la même façon, ni au même moment. Certaines conservent des pierres de revêtement jusqu'à aujourd'hui. D'autres ont tout perdu. Et le schéma de ces pertes, là où elles sont tombées, là où elles ont été arrachées, ce qui est resté, n'est pas aléatoire. Il se lit comme une séquence d'événements. Il suffit de savoir regarder. La preuve ne se trouve pas seulement dans la pierre, elle est dans le papier. À mesure que l'Europe redécouvrait les auteurs classiques, se multipliaient les voyageurs curieux qui allaient à Gizeh vérifier de leurs propres yeux ce qu'Hérodote avait décrit. Et, sans le vouloir, ils nous ont laissé une chose précieuse, un registre daté de l'état des pyramides décennie après décennie.
Commençons par la plus grande. La grande pyramide, celle de Khéops, fut la première à perdre sa peau. Les récits indiquent qu'au moins jusqu'en 1336, elle était encore complètement revêtue. Quelques décennies plus tard, vers 1395, elle avait déjà été démantelée jusqu'à environ la moitié. Autrement dit, dans un intervalle de peut-être 60 ans, une montagne lisse et blanche s'est transformée en ce noyau en gradin que tout le monde connaît aujourd'hui. Remarquez l'échelle de la chose. Nous ne parlons pas de pierres qui tombent toutes seules. Nous parlons d'une opération délibérée, rapide, capable d'enlever des dizaines de milliers de blocs et de les transporter ailleurs. Cela n'est pas de l'érosion. C'est une œuvre de démolition avec une destination. Et quelle serait cette destination? Le candidat le plus évident est la grande mosquée madrasa du sultan Hassan, au Caire, construite entre 1356 et 1363, précisément dans cette fenêtre. Mais il y a un problème chronologique qui mérite d'être souligné, car c'est le type de détail qui sépare l'enquête sérieuse de la conjecture. La mosquée fut achevée avant que la grande pyramide ne soit à moitié démantelée. Par conséquent, elle ne peut pas avoir consommé toutes les pierres. Il y a eu plus d'un chantier à se nourrir de ce monument. Le pillage fut plus vaste qu'un seul projet. Vient maintenant la partie difficile à croire. Lorsqu'on cherche sur le sol autour de la grande pyramide, les gravats qui resteraient d'une démolition de cette ampleur, des fragments brisés, des éclats, des restes, il n'y a presque rien. Ils ont tout emporté. Même les morceaux cassés ont disparu. Il a survécu, fixé à la pyramide, essentiellement une seule pierre de revêtement de référence, recueillie avec autorisation officielle à la fin du XIXe siècle. D'un manteau entier, il est resté un fragment. Et c'est ici qu'apparaît la première question qui va continuer à nous gêner. Pour quelles raisons ont-ils vidé la grande pyramide jusqu'au bout avant de toucher aux deux autres? Les pierres de Khéops valaient-elles davantage? Ou les gens ne se sont-ils sentis autorisés à attaquer les voisines qu'après que le pillage avait déjà commencé et était devenu, pour ainsi dire, acceptable? L'explication traditionnelle est simple et rassurante. Le temps a emporté les pierres. Vent, sable, siècle. Le problème, c'est que cette explication ne résiste pas au terrain lui-même. Il y a en effet deux processus différents à l'œuvre, et les confondre est l'erreur centrale. L'un est la chute naturelle de pierres isolées, au long de beaucoup de temps. L'autre est l'arrachage délibéré et en masse, dans un intervalle court, et il laisse d'achant des signatures distinctes. Lorsqu'une pierre se détache toute seule et tombe dans le désert, elle est rapidement ramassée par celui qui passe. C'était du matériau de construction gratuit, juste à côté. Mais cela se produit une à une, au long des siècles. C'est lent, dispersé, sans plan. Le pillage est autre chose. Il est systématique. Il attaque une face entière, du haut vers le bas ou du bas vers le haut, et laisse un schéma régulier, exactement ce que nous voyons sur la pyramide de Khéphren, dépouillée jusqu'à une grande hauteur, puis abandonnée. Personne n'arrache des pierres d'une pyramide à des endroits aléatoires, éparpillés. Ce serait la façon la plus difficile et la moins logique de le faire. Quand le dommage est dispersé, c'est la nature. Quand le dommage est organisé, c'est la main humaine. Et c'est précisément ici que l'explication commode s'effondre. L'état de Gizeh n'est pas celui d'une érosion patiente, c'est celui d'une intervention rapide et récente. L'absence presque totale de gravats, la séquence datable des récits, la régularité des faces dépouillées, tout pointe vers des campagnes humaines concentrées dans le temps. Et il y a une conséquence plus gênante de cette lacune. Comme l'égyptologie n'a presque jamais enquêté sérieusement sur ce qui est arrivé aux pierres de revêtement, le vide a fini par être comblé par des théories délirantes. La plus persistante, qui circule sans cesse sur Internet, affirme que le revêtement de Khéphren a été emporté par l'océan, balayé par un cataclysme antique. C'est absurde, et c'est précisément le type d'invention qui prospère quand les spécialistes ne parviennent pas à offrir une réponse claire. Quand la connaissance réelle fait défaut, la fantaisie prend la place. Notre travail ici est l'opposé. Non pas combler le vide avec du mystère bon marché, mais avec des témoignages datés. Nous allons séparer avec soin ce qui est fait,
ce qui est interprétation et ce qui est spéculation. Cette distinction est tout. Ce que l'on sait avec certitude, c'est la chronologie des deux autres grandes pyramides, reconstruites à partir des voyageurs. La pyramide de Mykérinos gardait un détail célèbre. Une partie de son revêtement inférieur était de granit sombre et les auteurs classiques avaient écrit à ce sujet. C'est pourquoi, pendant des siècles, elle fut minutieusement observée. Au milieu du XVIe siècle, des voyageurs la décrivaient comme intacte, lisse, comme si elle venait d'être construite. Le granit sombre était encore là. Mais, au début du XVIIe siècle, ce granit avait déjà été arraché. Il restait des blocs brisés, éparpillés autour, en train d'être coupés en morceaux plus petits pour être réutilisés. La fenêtre du vol du granit se referme, sur la base de ces récits, entre environ 1591 et 1611. La pyramide de Khéphren raconte l'histoire la plus nette de toutes. Vers 1670, un voyageur la décrivait encore comme complètement lisse, impossible à escalader, sans même une entrée visible. Mais, en 1692, un autre témoignage la décrit déjà en ruine, avec seulement le sommet encore couvert. Entre ces deux dates, quelqu'un l'a dépouillée. Et un observateur attentif qui s'y trouva en 1678 et qui écrivit en détail sur l'ascension de la Grande Pyramide ne mentionne pas une Khéphren rutilante à côté, ce qui suggère qu'à cette époque, elle ne brillait déjà plus. L'interprétation la plus probable est que le grand vol de Khéphren ait eu lieu entre 1670 et 1678. Il y a un peu plus de 350 ans. C'est ce dernier pillage qui a donné au plateau de Gizeh l'apparence que nous photographions aujourd'hui. Pensez-y un instant. L'image que nous avons des pyramides, le squelette nu, en gradin, n'est pas l'image ancienne. C'est une image moderne. C'est le résultat d'un crime commis à une époque où il y avait déjà des horloges, des cartes et de la correspondance. Et malgré tout, personne n'a noté où sont allées les pierres. L'hypothèse la plus conservatrice est celle qui suit l'argent et la pierre. Les blocs ont été réutilisés dans des constructions du Caire, la grande mosquée du sultan Hassan, des édifices plus modestes, un minaret reconstruit en 1671, bien à l'intérieur de la fenêtre du pillage de Khéphren. Les pierres n'ont pas disparu. Elles ont changé d'adresse. Elles sont, très probablement, dans les murs de la ville. L'hypothèse la plus intrigante, et qui exige toute la prudence, concerne les pierres qui sont tombées toutes seules, sans main humaine. Certains chercheurs suggèrent que la dilatation thermique, la chaleur du jour et le froid de la nuit, répétés pendant des millénaires, auraient lentement poussé les blocs de revêtement vers l'extérieur de la structure en direction des angles, jusqu'à les faire se fissurer et tomber. C'est une explication physique, non fantaisiste, mais il est important d'être clair. Cette interprétation ne fait pas encore consensus et n'a pas été adoptée dans la littérature courante de l'égyptologie. Je la présente comme une possibilité en discussion, non comme un fait établi. Le point qui la rend séduisante, c'est qu'elle expliquerait pourquoi certaines pyramides ont perdu des pierres de façon dispersée et naturelle, tandis que d'autres ont été vidées lors de campagnes régulières. Deux processus, deux signatures différentes. Et c'est ici qu'apparaît le détail le plus surprenant de toute cette enquête. Un détail qui fut sous les yeux de tous pendant plus de 3 siècles, sans que personne ne le reconnaisse. Vers 1664, un voyageur nommé Jean de Thévenot dessina les pyramides de Gizeh. Ce n'était pas un dessin stylisé comme tant d'autres de l'époque. Il était précis. Et dans ce croquis, dans la partie supérieure de la pyramide de Khéphren, il consigna un schéma très spécifique de dommages. Il manquait une portion dans un angle, en haut, et il y avait de grandes fissures concentrées au centre d'une des faces. Pendant des siècles, ce dessin passa inaperçu. Il ne semblait être qu'une illustration ancienne de plus. Personne ne comprit ce qu'il était en train de montrer. Ce n'est que lorsqu'on compare ce schéma avec ce que l'on observe encore aujourd'hui sur une autre pyramide, la dénommée pyramide rhomboïdale, à Dachour, qui conserve une grande partie de son revêtement, que le dessin prend son sens.
Le schéma est le même. Des pierres poussées vers l'extérieur aux angles, un renflement et des fissures au centre. Thévenot, sans le savoir, nous a laissé une photographie du dommage de Képhren faite un siècle avant qu'elle ne soit dépouillée. Il a capturé la pyramide au moment exact où la structure commençait à céder, mais avant que la main humaine ne la vide. Et de ce détail naît une idée encore plus provocatrice que j'offre, une fois de plus, comme hypothèse et non comme certitude. Les pyramides les plus anciennes et les plus grandes, avec des noyaux denses et serrés, ont subi ce type de dommages. Les pyramides postérieures, plus petites, ont peut-être été construites avec des noyaux de gravats plus lâches. On a toujours supposé que ce n'était qu'une façon plus économique et plus paresseuse d'ériger une pyramide. Mais, et si c'était le contraire? Et si les anciens Égyptiens, en observant le revêtement gonfler et se craqueler sur leurs monuments colossaux, avaient compris qu'une pyramide plus petite, avec un intérieur qui respire, durerait intacte pour toujours, non par manque de capacité à construire grand, mais par sagesse de construire durable. Même sans comprendre la physique derrière le phénomène, ils pouvaient observer année après année où les pierres se déplaçaient et où elles ne se déplaçaient pas, et en tirer des leçons. Au final, les pierres de revêtement des pyramides sont deux choses à la fois. Elles sont une horloge. La séquence des récits nous permet de dater, avec une précision remarquable, quand chaque montagne blanche a perdu sa peau. La Grande Pyramide, entre 1336 et 1395. Le granit de Mykérinos, entre 1591 et 1611. Képhren, probablement entre 1670 et 1678. Ce ne fut pas le temps profond, ce fut hier, à l'échelle de l'histoire. Et elles sont une scène de crime. Un pillage organisé, transporté vers la ville, consigné par ceux qui passaient, et, malgré tout, presque jamais enquêté par ceux qui auraient dû. Les pierres ne se sont pas évaporées, ni n'ont été emportées par aucun déluge. Elles ont été réutilisées, bloc après bloc, dans des murs que nous pouvons peut-être encore toucher aujourd'hui. Et ce même schéma, celui d'une structure qui semble une simple ruine, mais cache un problème bien plus grand qu'il n'y paraît, apparaît dans d'autres endroits qui défient eux aussi notre lecture du passé. Des structures anciennes que nous traitons comme abandonnées par le temps, alors qu'en réalité, elles ont été démontées, transformées, transportées par des mains récentes. Nous avons appris à regarder le passé et à voir de l'érosion, alors que bien souvent nous voyons de l'intervention. Mais une question reste ouverte, et c'est avec elle que nous ouvrons le prochain chapitre de cette enquête. Si les pierres n'ont pas disparu, si elles ont changé d'adresse, alors elles existent encore. Elles sont quelque part, encastrées dans d'autres murs, peut-être à la vue de milliers de personnes qui passent devant elles chaque jour sans savoir ce qu'elles regardent. Dans la prochaine vidéo, nous allons partir à leur recherche. Nous allons entrer dans la ville qui pourrait être littéralement construite avec la peau de la Grande Pyramide et chercher, pierre par pierre, les fragments volés de Gizeh. Parce que la question cesse d'être où sont-elles allées. Elle devient une autre. Et si nous parvenions à les retrouver ?